Attends du micro. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien profité de la pause. Donc on a entendu ce matin Patrick et Martin nous présenter une vision assez globale de la transformation numérique et de ses challenges. On a ensuite eu un panel intéressant avec plusieurs industriels qui sont déjà dans l'exécution de cette transformation. Et ce qu'on voudrait maintenant, c'est vous expliquer comment Keonis travaille pour aider ses clients et ses partenaires à engager sur ces transformations. Donc je voudrais inviter pour m'aider à discuter de ce thème Philippe Delahaye, qui est business consultant chez Keonis. Gilles Poirier, qui est un architecte solution 3D expérience. Et Sabrina Leguet, qui est responsable de nos activités de formation et de support à nos clients. Donc, ce matin, Martin a présenté ce visuel qui montre bien que le défi aujourd'hui des entreprises, c'est de pouvoir permettre à l'ensemble des acteurs de l'entreprise de pouvoir collaborer et communiquer sur une source unique de données en exploitant chacun la vision et la nature des données dont ils ont besoin pour leur activité. C'est une belle vision. Le challenge, bien sûr, c'est comment opérationnaliser cette vision à travers une plateforme pour mettre en place un système productif et accepté par l'ensemble de l'entreprise. Donc, quand on parle de Think Big, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de partir d'une stratégie business, de la mettre en adéquation avec sa stratégie numérique, une stratégie de manufacturing, et pour à la fin implémenter ce qu'on appelle nous le Smart PLM, c'est-à-dire une exploitation de la plateforme à travers toute la chaîne de valeur. Et pour cela, notre approche, c'est de proposer à nos clients une démarche où pour réaliser cette stratégie, on démarre petit, on démarre vite. Bien sûr, la question, c'est, bon, ça c'est bien, c'est un bon concept, mais comment fait-on concrètement? Alors déjà, le premier défi, c'est de pouvoir faire ce Think Big, c'est-à-dire d'être capable, sans partir dans des années d'études, de mettre sur pied une vraie feuille de route sur quel est l'objectif stratégique d'une plateforme 3D expérience ou autre, d'ailleurs, dans l'entreprise. Et pour cela, donc, on a développé une offre qui s'appelle le CDA. Et Philippe, donc toi, tu es un peu le parrain et le leader de cette activité chez Keonis. Donc, ce que je propose, c'est que tu nous expliques un peu ce qu'est le CDA et surtout, en premier lieu, je dirais quels sont tous les ingrédients stratégiques envisagés dans ce type d'études. Et là... Oui, alors, vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Donc, le CDA, effectivement, est une démarche un peu nouvelle, même si ça fait quelques années maintenant que nous la pratiquons, et qui nous permet, avec nos clients, de définir, de comprendre quels vont être les enjeux de leur projet PLM. En fait, les ingrédients majeurs, je vous propose de commencer par celui qui est en haut à gauche, qui s'appelle la raison d'agir. En fait, il n'y a pas de projet PLM, il n'y a pas de projet de transformation digitale d'une manière générale, s'il n'y a pas de réel besoin. Un besoin, ça peut être beaucoup de choses. On a vu plusieurs exemples ce matin. Ça peut être de mettre en place un nouveau système pour supporter une collaboration, pour permettre à des équipes situées dans différentes géographies de travailler ensemble. Ça peut être aussi l'amélioration, l'optimisation des méthodes de travail actuelles pour améliorer les coûts, ce que vous connaissez déjà, hein, c'est-à-dire les coûts, la qualité, les délais. On l'a vu par exemple dans le cas d'SBM, ce sont les délais, réduire le temps de ce qu'on appelle le time to market, hein, depuis le concept jusqu'à la production. Tout cela est fondamental pour démarrer une étude CDA. Ensuite, eh bien, nous allons chercher à comprendre tous les facteurs clés de l'entreprise que sont l'organisation, les personnes,
qui travaille dans l'entreprise, qui demain sera amené à utiliser le PLM, soit en création de données, en création de valeur, en création d'informations, soit simplement en consultation. Ça a été évoqué aussi ce matin. On aura différents types de rôles, différents types de profils de personnes qui seront amenées à utiliser la plateforme. On pense aux gens de l'entreprise, aux gens des autres sites dans l'entreprise, mais on pense aussi aux personnes avec qui on va devoir échanger, en particulier donc les clients, les fournisseurs. Ensuite, probablement, la clé, probablement le centre de gravité, c'est l'étude des processus. Les processus, encore une fois, liés donc à l'activité de développement de produits et de process. Donc tous les processus que l'entreprise suit au quotidien pour développer les produits. C'est bien sûr tout ce qui est méthodologie de conception, mais également un processus majeur dans l'entreprise industrielle, c'est le processus de gestion des modifications, ce qui, en général, perturbe le plus, on va dire, le process linéaire de développement, en particulier lorsqu'on est dans les phases plus aval de production ou au moins de prototypage. Pardon. Et ce sont également tous les processus de communication, c'est-à-dire comment on diffuse l'information, comment on s'assure que tout le monde a la bonne information au bon moment, et en particulier, encore une fois, vis-à-vis des clients et des fournisseurs, comment on s'assure du respect de ces bons processus. Ce sont également les outils et les technologies dans votre entreprise, chez nos clients, dans leur quotidien. Ils utilisent des outils aujourd'hui. Il est très important pour nous de comprendre ces outils pour savoir demain si la 3D Experience sera amenée à remplacer certains de ces outils, à s'interfacer avec certains de ces outils, ce sera très très certainement le cas, en particulier avec l'ERP, de manière à bien comprendre et à anticiper les flots d'informations. Les données, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus, c'est fondamental, c'est de bien comprendre quel est le capital de l'entreprise. Moi, j'ai une question quand je rencontre des clients en interview CDA. Il y a une question que je pose systématiquement à chaque personne de chaque département. Quel est votre référentiel d'information? C'est-à-dire, si demain, moi, je viens, ou si un auditeur qualité vient vous voir, il vous demande une information, quel est le premier système dans lequel vous allez chercher votre information? Et la réponse à cette question est très, très riche d'enseignements, puisqu'elle nous permet de savoir si déjà cette personne a un seul référentiel, si elle en a plusieurs, et si ce référentiel est le même que ses collègues. Et puis enfin, on va boucler la boucle par la justification. On est parti de la raison d'agir. L'objectif, effectivement, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui peut constituer un retour sur investissement, des KPI, donc des moyens de mesure qui nous permettront de voir si le projet PLM qu'on envisage de mettre en œuvre répondra bien aux attentes. D'accord, donc là on voit bien tous les éléments qu'on doit traverser dans ce type d'études. Et très concrètement et très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment on l'exécute? Comment les grandes phases? Alors je vais le faire rapidement parce que j'ai l'impression que j'étais un peu trop long sur le premier slide. Ceux qui me connaissent savent que c'est un peu mon travers. Un CDA se déroule en 4 étapes. La première se fait, je dirais, avant le CDA lui-même, c'est le cadrage. On va définir qui on rencontre, quel périmètre, quel site géographique, est-ce qu'on en rencontre plusieurs, etc. Et lorsqu'on a défini ce périmètre, il y a une phase fondamentale qui est ce qu'on appelle les interviews, c'est les rencontres avec chacun des départements qu'on a identifiés, pour comprendre les enjeux, les soucis opérationnels, les pertes de temps identifiées par les différents interlocuteurs, pour voir effectivement quelles seront les futures réponses qu'on pourra apporter et les futurs gains qu'on pourra effectivement apporter au travers de solutions PLM. Ensuite, il y a une partie orientation qui est là vraiment un travail sur lequel nous allons principalement travailler, nous, donc chez Keonis, avec très probablement une ou deux revues donc par téléphonique ou par web meeting, avant la réunion finale, donc la réunion de partage, où là on va échanger non seulement l'ensemble de l'analyse que nous avons fait, et également la fameuse feuille de route. On parle souvent de feuille de route lorsqu'on fait un CDA, c'est-à-dire, vous vous souvenez, le Think Big, Start Small, Start Now. La feuille de route, justement, c'est celle qui va décrire par quoi on peut commencer,
qu'est-ce que peut être le Start Now, Start Small, d'accord? Le win-win, dont parlait aussi tout à l'heure la dame de Christine. Voilà, toute cette partie-là, c'est là-dessus qu'on va vraiment beaucoup travailler lors de cette feuille de route. Très bien. Et donc, spécifiquement, en termes de livrables, quel va être le capital du client du CDA à la fin? Alors, finalement, je l'ai un peu dit, hein, le capital, ça va être effectivement cette fameuse feuille de route. Hein. Vous voyez un exemple de représentation graphique d'une feuille de route réelle à droite, hein, sauf on a enlevé bien évidemment un certain nombre d'informations relatives à l'entreprise. Mais cette feuille de route va nous permettre effectivement de travailler d'identifier les axes de transformation. Comme vous voyez, hein, les axes, on parle souvent d'interface système, j'en ai parlé tout à l'heure. Reprise de données, ça c'est un axe aussi capital, qui vont au-delà de la fonctionnalité PLM en tant que telle. Donc on va bien identifier tous ces axes avec le client. Et nous allons, sur ces axes, voir comment on progresse. On ne peut pas progresser sur tous les axes en même temps, ce n'est pas possible. Donc, d'ailleurs, c'est une question que Christine a posée tout à l'heure aux différentes personnes, aux représentants des entreprises. C'est effectivement, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit un projet pour démarrer? Est-ce qu'on choisit un site géographique? Est-ce qu'on choisit une nouvelle technologie, une technologie de R&D, par exemple, etc. Donc c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler. Ensuite, dans la restitution, on retrouvera l'ensemble des informations que nous avons analysées et nous irons jusqu'à effectivement une valorisation de l'investissement. Quand on parle d'investissement, ce n'est pas uniquement l'investissement financier, ça en fait partie bien sûr, mais c'est également l'investissement en termes humains de l'entreprise. C'est-à-dire demain, lorsqu'on met un projet en place dans l'entreprise, ce n'est pas uniquement un achat de licence, c'est aussi du service que Keonis peut apporter, mais c'est également une participation ce qu'on appelle les key users, en bon français, qui vont effectivement apporter leurs compétences métiers et avec qui on va travailler pour mettre en place le PLM. Et donc au-delà d'avoir cette vision concrète d'une feuille de route et donc d'un schéma directeur, est-ce qu'il y a d'autres valeurs que le CDA apporte dans son exécution? Alors, moi j'ai envie de dire que oui. En fait, le CDA, il apporte... D'ailleurs, je le vois quand je mène une étude. Déjà, on va se retrouver à toute une équipe. Et donc, nous, Keonis, nous venons à 2 ou 3 personnes pour faire cette étude. Mais en face de nous, il y a un ensemble de représentants des différents métiers. Et ces représentants métiers, bien souvent, je m'aperçois qu'en travaillant avec eux, je dirais presque qu'ils découvrent, c'est un peu exagéré, mais ils prennent réellement conscience des problématiques de leurs voisins. Hein. Bien souvent, dans les entreprises, on a des silos plus ou moins marqués. Hein. Peut-être même certaines entreprises se défendent d'avoir des silos. Mais à la fin, c'est normal. Chacun est préoccupé par son métier. Et oublie parfois, effectivement, la préoccupation générale. Et donc, grâce à ce CDA, on va pouvoir mettre en place et définir cette fameuse feuille de route PLM, mais une feuille de route PLM qui convienne à tout le monde. Et en même temps, grâce à cela, ça veut dire qu'on prépare un projet qui satisfasse tout le monde, et en plus, on anticipe la conduite du changement, hein, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas le bureau d'études qui arrive avec un PLM et qui dit ensuite aux autres services, ben voilà le PLM que vous devez utiliser. C'est un PLM dans lequel, dès le début, tout le monde a été impliqué au niveau des choix et des axes de développement dans le projet. Merci Philippe. Donc, si on reprend maintenant un peu notre vision Think Big, Start Small, Start Now, donc là on a vu qu'avec le CDA, on avait une méthodologie, un outil pour aider nos clients à Think Big, hein, à construire cette vision stratégique. Maintenant, on va réfléchir à comment démarrer vite et démarrer petit. Alors, bien sûr, là, on a entendu parler de plusieurs projets. Un SBM qui a une implémentation on-premise avec une infrastructure à Amsterdam, Space Train et le lycée Louis Armand qui opèrent sur le cloud. Donc, on voit bien qu'il y a des choix à faire, des choix structurants. Donc, je voulais juste rapidement quelques petits rappels. Donc, la 3D Experience est disponible on the cloud. Et donc là, c'est Dassault Systèmes qui a sa propre infrastructure et qui vous permet, vous, clients, de simplement avoir les logins applicatifs pour pouvoir les travailler. Et elle peut être déployée on-premise, c'est-à-dire que là, l'utilisateur, l'entreprise utilisatrice crée sa propre infrastructure. Donc il faut faire un choix. Et ce choix va conditionner comment, derrière, on démarre un projet. Il y a beaucoup de facteurs de décision, hein, mais là, quelques exemples, on ne va pas rentrer dans le détail, mais est-ce qu'on peut travailler sur une plateforme complètement out of the box ou est-ce qu'on a des besoins spécifiques ?
On a parlé de 70% des fonctionnalités disponibles chez Dassault Systèmes sont sur le cloud. Je peux avoir besoin de fonctions particulières qui ne le sont pas. La stratégie SI d'un groupe peut avoir un impact. Maîtriser ou pas un calendrier de montée en version. Avec le cloud, on opère toujours sur la dernière version. Donc, il y a plusieurs facteurs. Une fois que ce choix a été fait, là, on va avoir des stratégies. Les stratégies, bien sûr, ne vont pas être les mêmes. Supposons qu'on ait choisi de partir sur une démarche cloud. Dans ce cas-là, déjà, ce qu'on a vu ce matin, c'est que Start Now, c'est implicite. La plateforme est déjà opérationnelle. Donc, c'est simplement comment est-ce que je vais l'exploiter qui va être le focus. Et donc, pour ça, on a également une démarche, et je vais inviter Gilles Poirier à nous en parler, une démarche qu'on appelle Ready for Cloud. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà nous dire 2-3 mots sur Ready for Cloud, de manière générale? Ok, merci. Bonjour à tous. Je vais le faire à la méthode de Charles. Parce que j'ai trouvé ça sympa ce matin, je vais le tenter. Hi, I'm Gilles. I'm ready to explain you what is ready for cloud. Bon, déjà, je ne suis pas Charles, et en plus, je ne suis plus Jones. Bon, un des atouts du cloud, comme on l'a expliqué ce matin, c'est de mettre à disposition en un temps record une plateforme, donc vous permettant de démarrer immédiatement en mode ready to use. Pour vous aider à implémenter cette plateforme de façon structurée, donc on a mis en place et on vous propose une offre Ready for Cloud. Donc Ready for Cloud. Donc, si j'ai bien compris, Ready for Cloud, donc comme on le voit, c'est des espèces de, c'est un step by step. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer plus en détail ce step by step? Alors Ready for Cloud, c'est 5 étapes majeures. Donc une première étape qui est l'étape d'évaluation, donc qui est très importante dans le projet, qui va être le cadrage de l'implémentation de Ready for Cloud. Donc la valeur de cette étape, c'est de déterminer avec vous les briques métiers qui vont être implémentées sur le cloud et les process à outiller au travers des 4 autres étapes dont on va parler. La deuxième étape, qui est beaucoup plus courte, c'est l'étape d'intégration. C'est de valider avec vous, de checker, donc on a une checklist, l'accès à la plateforme et de mettre en place le paramétrage de base, le socle, qui va vous permettre de déployer les briques métiers initiées, évaluées lors de la phase de cadrage. Ensuite, la phase de découverte, qui est plus une phase d'onboarding sur le cloud et sur laquelle on va inviter les key users à prendre en main l'outil et à comprendre ce que c'est que l'interface utilisateur de la 3D Experience, les différentes applications au travers des rôles, jusqu'à une vue très rapide et très courte de l'aspect administration, donc de prendre en main l'outil. Et la phase suivante, la 4e phase, est la plus importante, le démonstrateur, qui sur une période plus longue va nous permettre de déployer avec vous les briques métiers et d'outiller les process qui ont été identifiés pendant la phase de cadrage. Et enfin, la dernière phase, qui est le déploiement, va être plus du support, du coaching, pour la mise en production de l'ensemble de cette offre Ready for Cloud. Donc tout ça va se faire sur une période très courte, comme vous voyez, de 3 mois. De 3 mois, ouais, c'est ce une que sur le période d'évaluation. Et bon, à part la capacité qu'on a à accompagner le client sur cette prise en main du cloud, est-ce qu'on a d'autres différenciateurs qu'on est capable d'apporter à nos clients? Alors, un gros différenciateur qui va être appliqué sur la phase 4 de la partie démonstrateur, c'est qu'on ne va pas partir d'une feuille blanche. On va partir d'un ensemble de bonnes pratiques. Alors, ces bonnes pratiques ont été identifiées et définies par Dassault Systèmes, et nos équipes vous les proposent, nous les avons détaillées, que ce soit au travers de méthodologie, de paramétrage, que ce soit au travers d'une démarche sur chaque brique métier. Donc vous envoyez un large catalogue de ces briques qui sont communes et qui sont transverses aux différentes industries. On va parler de CAD management, de document management, tout ce qui est process, de validation, tout ce qui est change management, jusqu'à des briques métiers précises, le manufacturing, le système engineering, etc. Et d'ailleurs, là, on est vraiment sur une notion de best practice parce qu'on utilise ces mêmes best practices pour nos clients en France, mais aussi en Allemagne, en Suisse, etc. Tout à fait, sur l'ensemble des clients des Zénith Kionis. Très bien, écoute, merci beaucoup Gilles pour cette présentation. Donc là, on a vu le Start Small, Start Now sur le cloud. Maintenant, supposons qu'on ait fait le choix d'un déploiement on-premise. Donc là, comme nous l'avait expliqué SBM, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, des notions d'installation, de paramétrage de système, etc. Donc la question,
là est comment accélérer et sécuriser ce type de déploiement sur une approche on-premise. Donc là, je voudrais peut-être quand même il y a plusieurs notions à comprendre qui sont transparentes dans une approche cloud. Donc implémenter la 3D expérience on-premise, ça veut quand même dire implémenter, ça veut dire héberger une infrastructure et ça veut dire assurer le maintien en condition opérationnelle de cette infrastructure. Et donc bien sûr, dans des schémas classiques de déploiement de plateformes complexes, chaque opération peut prendre beaucoup de temps et être assez coûteuse. Donc on a beaucoup travaillé au sein du groupe Cenit et chez Keonis en particulier sur comment optimiser tous ces aspects. On va commencer par l'implément. Bon, là, c'est juste le directeur technique ou IT qui... Je pense que M. Galbi, je comprends tout à fait ce que je veux dire, qui se pose beaucoup de questions. Donc pour l'implément, on a voulu rendre la 3D expérience on-premise facile à implémenter avec une approche qu'on appelle Ready to Grow. Et là, de nouveau, Gilles, je voudrais que tu nous expliques un peu ce qu'est Ready to Grow. Donc d'abord, c'est quoi Ready to Grow? Ready to Grow. Alors, quand on parle d'un projet on-premise, en général, on part typiquement d'une phase de cadrage et ensuite d'une longue phase de gap analysis pour chaque brique métier. Gap analysis veut dire essayer de comprendre par rapport à l'out of the box qu'est-ce qui va répondre aux besoins de nos clients et éventuellement identifier les spécifiques. Et pour éviter de partir sur un projet tunnel dès le début du projet, de partir sur une longue phase de spécification, on a imaginé cette offre qui va vous permettre tout de suite, dès le début, c'est un package, de mettre en place un socle engineering, donc qui va répondre à l'ensemble des industries. Et dans ce socle engineering, c'est un package complet, donc un socle sur la 3D expérience, incluant du consulting, une partie gestion de projet pour le suivi du bon déroulement de ce socle, une partie implémentation et paramétrage, et de la formation et du support. Donc c'est une offre, un package complet, dans le cadre d'une démarche qualité, sur le bureau d'études étant plus large, sur toute la partie engineering. Donc le périmètre de ce socle, où le scope va être la gestion des données XCAD, la partie gestion documentaire, tout ce qui est workflow et tâches, en intégrant les processus de revue et d'approbation, la gestion des problèmes et bien sûr une partie, encore une fois ça va être le socle, de la partie structuration de la plateforme en termes de rôle et d'utilisateurs. Donc ce socle est basé sur la 3D expérience, donc est complètement compliant avec la plateforme. Il est configuré à 80% en partie sur les bonnes pratiques. Ça fait un certain nombre d'années qu'on déploie ce genre de partie engineering. Donc il est préconfiguré à 80% et on se garde 20% pour spécifier et configurer quelque chose qui soit proche de vos besoins. Et ça au travers d'outils web, c'est-à-dire que vous allez en même temps prendre la plateforme en main en travers d'outils web de personnalisation et d'administration. Et on est dans un mode évolutif, donc à partir de ce socle, on pourra très rapidement déployer les autres briques métiers qui auront été identifiées pendant la phase de cadrage, que ce soit de la gestion de projet, la gestion de la nomenclature, la partie manufacturing, etc. Très bien. Et donc, en termes de valeur pour les industriels, quel intérêt de prendre cette approche? Alors, pour les key users, la valeur va être qu'on démarre sur ce cloud une partie de collaboration autour d'un référentiel. Donc, on va collaborer autour de la partie engineering. On va intégrer dès le début des personnes externes à l'engineering. On va mettre en route une démarche de traçabilité, donc une démarche qualité, avec des données à jour, gestion de version, de révision, et mettre sur le papier, enfin, à partir du papier, mettre sur la plateforme, mapper sur la plateforme vos process de revue d'approbation en intégrant la partie capitalisation et reuse. Pour le management et puis la direction, on est dans une démarche qualité. On déploie le premier socle rapidement du PLM. On met du concret dans le projet avant d'attaquer les briques métiers. Et on va améliorer l'efficacité des gens. On est dans une démarche qualité avec une prévention des erreurs et on est compliant avec la notion d'audit que vous pouvez avoir de vos donneurs d'ordre ou en interne. Mais alors là, quand même, ce que tu as présenté, moi, ça fait les 20 ans que je fais du PLM, c'est quand même un gros projet PLM, donc ça prend longtemps. Et on est justement dans cette offre sur un package complet, comme je disais, avec la gestion de projet, et sur une période très courte. On a un planning
qui est relativement court, puisqu'on est sur une période de 12 semaines, avec des livrables, comme vous pouvez voir, et un planning bien spécifique. On commence par la partie installation, on a des workshops pour la personnalisation, et très rapidement, on va arriver à la formation des utilisateurs et la mise en production de ce socle engineering. Ok, bah, très bien. Merci. Donc là, on a vu déjà comment réduire et gérer la complexité d'un projet d'implémentation. Il faut encore qu'on discute de l'hébergement. Encore une fois, là, je vous rappelle, on est dans un contexte où on n'est pas parti sur le cloud, mais sur une approche on-premise. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser l'hébergement? Donc, c'est un sujet sur lequel le groupe Cenit, enfin Keonis et Cenit travaillons ensemble depuis maintenant 1 an et demi. C'est vraiment un sujet critique. Et donc, aujourd'hui, la solution qu'on a trouvée et qu'on propose, en fait, c'est la notion d'hébergement de l'infrastructure sur un cloud. Et qu'est-ce que ça veut dire? Supposons qu'aujourd'hui, vous êtes une PME, PMI, qui fait du CATIA V5, par exemple, et vous voulez vraiment partir dans une approche 3 d'expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme infrastructure? Vous avez des postes clients pour vos ingénieurs qui font du CATIA, vous avez un serveur de licence, et potentiellement, vous avez des serveurs de fichiers. Et avec cette approche, d'un point de vue investissement infrastructure, c'est tout ce que vous faites. Tout le reste est hébergé de manière transparente chez un hébergeur d'infrastructure as a service. C'est-à-dire que plutôt que d'investir dans du matériel, de l'infrastructure, des compétences informatiques, vous allez simplement en fait liser de l'accès à de l'infrastructure sur le cloud. C'est-à-dire qu'opérationnellement, d'un point de vue complexité de votre environnement IT, c'est le même niveau de complexité que le fait de partir directement sur l'offre cloud de Dassault Systèmes. Et c'est d'autant plus sécurisé technologiquement que le partenariat qu'on a monté est avec Outscale, qui est une entreprise qui a été rachetée par Dassault Systèmes et qui est l'entreprise qui est le premier fournisseur d'infrastructures cloud pour la 3D Experience Cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sécurisé sur le fait d'avoir un hébergeur qui maîtrise complètement je dirais, les besoins, que ce soit en termes de sécurité, en termes de performance et autres, pour faire tourner la 3D Experience de manière hébergée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, on est capable d'instantanément en fait, avoir une infrastructure de production déployée pour un client, même s'il choisit de travailler en premise. Il nous reste donc maintenant, une fois qu'on est en production, comment est-ce qu'on va maintenir cette plateforme en conditions opérationnelles? Et pour ça, c'était quand même le dernier morceau du puzzle, hein, donc on a travaillé dessus aussi. Et donc on a développé ce qu'on appelle l'AMS, donc Application Management Service, 3D Experience pour les PME. Et je vais inviter Sabrina Leguet, qui est notre responsable support, à nous parler un peu de cette offre. Donc Sabrina, si j'ai bien compris, l'AMS, c'est un peu un espèce de service comme on peut l'avoir dans d'autres secteurs d'activité. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de pouvoir acheter un véhicule. Et bien souvent, les constructeurs vous proposent un type de service qui est un forfait d'entretien de votre véhicule. Alors, l'intérêt, effectivement, de ce forfait, c'est de pouvoir avoir un budget qui est connu et en fonction des besoins que vous avez, et de pouvoir maintenir votre véhicule pendant toute la durée de votre contrat. Eh bien, c'est un petit peu ce que l'on propose, justement, dans notre offre AMS aujourd'hui. Oui, justement, donc cette offre AMS, il y a beaucoup de choses dedans, je crois. Enfin, c'est quand même assez riche. Tout à fait. Alors, effectivement, dans l'offre AMS, nous mettons à votre disposition tout un tas de services qui va vous permettre justement de pouvoir maintenir votre plateforme et surtout de maintenir votre infrastructure. Et nous allons pouvoir aussi vous assurer une disponibilité de votre plateforme et des applications associées. Alors, l'intérêt de cette offre, c'est de pouvoir, notamment pour les clients, de rendre disponibles vos ressources internes sur d'autres tâches à valeur ajoutée, d'avoir accès à des experts qui sont qualifiés et certifiés,
d'avoir accès aussi à un service support disponible pendant une certaine durée dans la journée. Et on va pouvoir aussi contrôler tout ce service au travers de SLA, donc de Service Level Agreement, que nous proposons aujourd'hui en standard dans nos offres, mais qui peuvent être aussi customisables en fonction de vos besoins. Je parlais tout à l'heure du support client. Par exemple, on pourrait très bien imaginer, parce que vous travaillez avec des fuseaux horaires différents, de mettre à disposition ce support en fonction justement de ces fuseaux horaires et de travailler autant pour le Japon que pour les États-Unis. Alors, lorsqu'on parle effectivement de qualité, nous nous appuyons sur un référentiel qui est mondialement connu de management de services informatiques, qui s'appelle ITIL. Je pense que vous devez, pour certains, connaître cette norme, et qui prend une place prépondérante, justement, dans l'offre AMS, puisque ça définit aussi les services qu'on va vous apporter. Donc, nous proposons aussi un service multilingue, puisque nous sommes en capacité de disposer donc de langues allemande, français, anglais et roumain. Si jamais vous en avez besoin, c'est possible. Ce qui est aussi très important à noter, c'est que le groupe Cenit a une norme de qualité qui est ISO 9001 et également une norme de sécurité ISO 27001. Voilà, qui est un gage de qualité. Alors, donc là c'est un service qui, a priori, est un forfait mensuel, hein, comme ton leasing, enfin comme l'offre de maintenance d'une voiture. Mais comment est-ce qu'on calcule le prix? Parce que chaque entreprise est différente. Oui, tout à fait. Alors, pour calculer le prix, donc l'offre AMS, c'est un budget pluriannuel pour lequel on va vous proposer un forfait mensuel et qui va être défini en fonction de vos besoins. Donc pour ce faire, on va avoir toute une phase de discussion avec vous pour comprendre vos attentes et par rapport aux services associés. Alors par exemple, on va parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, de service time par rapport aux fuseaux horaires avec lesquels vous travaillez. On va voir le nombre de sites de location qu'il va falloir maintenir, le nombre de serveurs qu'il va falloir maintenir, parce que bien évidemment, on va devoir maintenir les serveurs de production, mais on va aussi maintenir des serveurs de test, des serveurs de développement, et puis, pourquoi pas, des environnements vanilla qui va nous permettre aussi de pouvoir tester dans le cadre de defects auprès de Dassault Systèmes et de transmettre les requêtes, bien évidemment, auprès de Dassault Systèmes. Et donc, tout ceci va nous permettre de calculer ce forfait mensuel. Merci Sabrina. Donc, alors, si je peux juste rajouter une dernière petite chose. Oui. Parce qu'en fait, l'offre AMS, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne va pas commencer à discuter avec vous de l'offre AMS à la fin d'une implémentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vraiment en parler en amont de votre projet d'implémentation, parce que ça va nous permettre, nous, derrière, de pouvoir faire une transition en douceur et maîtrisée, justement sur la mise en production de la plateforme 3D Experience. Et donc c'est notamment l'AMS, on en parle notamment dans le cadre du Ready to Grow, mais aussi dans l'offre de hosting qui a été présentée juste à présent. Et notamment dans l'offre hosting, en général, on fait hosting plus AMS pour vous assurer justement un maintien opérationnel de votre plateforme et de vos applications. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est tout comme on a vu au début qu'il faut, en amont d'un projet, avoir déjà pris une décision de est-ce que j'ai une stratégie 3D Experience Cloud ou on-premise, qu'il faut également avoir pris une décision sur quelle est ma stratégie d'hébergement de l'infrastructure si je fais de l'on-premise. Il faut également, en amont de l'exécution du projet, avoir déjà une vision sur est-ce que je vais plutôt vouloir internaliser les compétences pour supporter moi-même l'opération de la plateforme, ou est-ce que je vais vouloir travailler avec un prestataire et donc construire ce modèle de support en parallèle de la conduite du projet pour que lorsque je pars en production, je suis immédiatement opérationnel et sécurisé sur la disponibilité et la qualité opérationnelle de l'environnement de travail. Alors, je ne sais pas si c'était une question, mais je pense que tu as fait la réponse dans la question. J'essaie de synthétiser ce qu'on vient de dire, oui. Voilà, Ouais. C'est très bien résumé. D'accord. Très bien.
Bon, ben, je pense que là, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que enfin, nous, on est convaincus que qu'une des manières, enfin, un des outils pour réussir une transformation et pour maîtriser la résistance au changement, mais aussi la conduite au changement dans une entreprise, l'approche Think Big, pour être sûr qu'on est dans un cadre qui va dans la bonne direction dans les années à venir, mais Start Now et Start Small, pour pouvoir rapidement déployer la 3D expérience de manière productive dans une entreprise, est essentiel. Et que, donc, on a travaillé et on continue à travailler pour proposer à nos clients, que ça soit dans cette réflexion stratégique, dans le fait de démarrer sur le bon périmètre et rapidement, et de pouvoir mettre en production facilement, d'avoir les offres de services pour accompagner nos clients. Et donc, pour en revenir maintenant, pourquoi tout ça ? Ben, bien sûr, c'est pour pouvoir enclencher ce mouvement de mise en place de la continuité numérique. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai défini une feuille de route et fait un premier projet rapidement que j'ai résolu mon problème. La réalité, c'est qu'on fait tout ça parce qu'on sait très bien que dans la durée, on va vouloir déployer la plateforme pour sous-tendre tous les process de l'entreprise, enfin tous ceux qui ont un sens à s'inscrire dans cette continuité numérique, et que cette approche Ready to Grow, Ready for Cloud, c'est juste une première étape, et que bien sûr, cette étape, elle, va donner à d'autres phases de déploiement de la solution dans des domaines comme la gestion des exigences, l'intégration avec le RP, le système engineering qui devient de plus en plus important dans l'ingénierie multidisciplinaire, et bien sûr du côté digital manufacturing avec les approches virtual twin, etc. Et on verra cet après-midi dans la session 3 d'expérience qui sera ici dans l'amphithéâtre, un scénario de démonstration en fait qui va montrer un peu l'exploitation de la plateforme à travers tout ce processus. Mais pour arriver à ce niveau de maturité, il faut commencer quelque part, et c'est ce qu'on veut faire avec le Start Small, Start Now. Voilà, je vous remercie, je pense que c'est la fin de notre séance. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore quelques minutes pour des questions. J'ai une question concernant le cloud. Est-ce que vous supportez aussi des implémentations hybrides, c'est-à-dire en partiel on-prem et partiellement dans le cloud? Alors, ce qui peut arriver, alors je voudrais répondre à cette question de deux manières. On parle de single source of truth, bien sûr, donc on est sur une base de données. Et donc, il faut faire le choix à un moment de dire, pour la 3D expérience et donc toute la gestion des données de la 3D expérience, je vais faire du cloud ou je vais faire du on-premise. La base de données, elle ne va pas être hybride. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des stratégies cloud partielles. Donc, je peux avoir certains logiciels de l'entreprise qui sont déployés en mode software as a service, donc comme par exemple la 3D Experience Cloud ou d'autres, et d'autres logiciels qui, eux, ou d'autres plateformes qui seront déployés on-premise. Et pour ça, il faut bien sûr être capable de communiquer entre les deux mondes. Et donc là-dessus, bon, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on travaille également sur des technologies basées sur tous les standards de communication, donc de event-based communication, pour pouvoir justement, de manière transparente, échanger des informations entre tout système sur des protocoles de communication et d'échange, indépendamment de si ce système est un système cloud au sens éditeur logiciel du terme ou un système on-premise. D'autres questions ? Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir s'il y avait une différence de prix entre un hébergement de la plateforme 3D Experience chez Outscale et la même chose, mais en mode cloud. Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'il n'y a pas de réponse exacte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous choisissez d'utiliser la 3D Experience sur le cloud de Dassault Systèmes, en fait, vous allez être sur un modèle de licence qui va comprendre non seulement le droit d'utilisation du logiciel, mais qui comprend bien sûr ce service d'hébergement, c'est-à-dire que vous consommez de la ressource informatique qui est payée par Dassault Systèmes, donc c'est inclus aussi dans le coût d'utilisation des licences.
Et bien sûr, Dassault assure aussi, bien sûr, le maintien en condition opérationnelle de la plateforme. C'est-à-dire qu'avec une licence cloud, vous avez une garantie de disponibilité de 99,8%, quelque chose comme ça. Ben, il y a quelqu'un chez Dassault, des petites fourmis, qui s'assure que les plateformes tournent. Et donc ça se reflète aussi dans le prix des licences, c'est-à-dire que le coût de la maintenance de licence cloud est plus élevé que le coût d'ALC classique, mais c'est normal, parce qu'on a plus de services. Et donc, ça va encore dépendre des scénarios, mais on a déjà fait des études où, dans certains cas, on voit qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de TCO, de Total Cost of Ownership, avec des licences PLC, ALC, plus le coût d'hébergement, ou un modèle licensing cloud. Mais encore une fois, il n'y a pas de garantie que ça sera systématiquement des coûts comparables. D'autres questions ? La question, c'est avec la technologie d'Outscale, est-ce qu'on a les mêmes performances si on a un utilisateur qui se connecte au Japon, à Houston ou en Afrique du Sud? Est-ce que le cloud il est répliqué sur la planète? Alors ça, ou est-ce qu'il y a un seul centre? C'est une bonne question. Donc, Outscale a plusieurs centres. Alors, il y a un petit avantage aussi, en particulier pour des sociétés comme SBM qui veulent peut-être maîtriser un peu leur système, mais d'avoir une approche d'hébergement, c'est que avec l'hébergement, on est capable, on parlait tout à l'heure d'hybridisation de l'infrastructure. Avec l'approche infrastructure hébergée, ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de quand même avoir la notion de fichiers FCS ou XRS, donc de fichiers de réplication de données en local sur des sites clients. Donc je peux avoir mon infrastructure serveur central hébergé sur le cloud, mais pour un site distant, avoir un serveur de fichiers lourds comme je peux l'avoir aujourd'hui sur une 3D expérience classique, entre guillemets, qui est localisé au site d'utilisation pour pouvoir s'assurer que tous les accès aux fichiers lourds, donc à la CAO, aux assemblages, à le niveau de performance locale. Et ensuite, Outscale, comme d'ailleurs Dassault Systèmes, fournit des utilitaires de test d'accès pour pouvoir déterminer si une configuration particulière aura des performances acceptables ou non. Donc ça va quand même dépendre du contexte. One size fits all n'existe pas encore en informatique, malheureusement. D'autres questions ? Très bien. Donc, je vous remercie pour votre attention.